systématiquement, on met en avant en termes de représailles, voilà, l'Iran va bloquer le fameux détroit d'Ormuz. Je crois que depuis 1980, la menace à 15 reprises, et d'ailleurs, y compris en 2025 pendant la guerre des 12 jours. Et bien sûr, les marchés financiers s'affolent parce qu'ils se disent que c'est à peu près 20% du pétrole mondial qui passe via le détroit d'Ormuz. Donc si c'est bloqué, on va avoir une flambée des prix du pétrole. Et ça, c'est les scénarios catastrophes 1973, crack du pétrole. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu exagéré? C'est-à-dire l'Iran, est-ce que déjà l'Iran est en mesure militairement de bloquer le détroit d'Ormuz? Et est-ce que c'est son intérêt? Parce qu'à la toute fin, malgré tout, c'est 20% de pétrole qui passe, ça va quand même vers la Chine, Ouais. donc pas tant vers les États-Unis. Donc est-ce qu'on se fait pas peur un peu pour rien? Je pense on aime se faire peur pour rien, souvent. Effectivement, la question des capacités iraniennes aujourd'hui se pose véritablement. La guerre de 12 jours n'était pas doux. Enfin, on parle beaucoup de nucléaire, mais les Israéliens ont quand même mis bien le bazar sur tout ce qui est missiles balistiques et autres. Leur armée conventionnelle, c'est pas là... parce qu'on parle des gardiens de la Révolution, c'est pas l'armée conventionnelle. L'armée conventionnelle, c'est pas où ils mettent leur argent. Ils sont plutôt mal fagotés, comme on dit, et pas forcément ceux qui vont aller sauver l'honneur du régime dans le détroit d'Ormuz. Au-delà de ça, effectivement, notamment vers la Chine et la Russie pour les armements, par exemple, ils n'ont peut-être pas intérêt à bloquer, mais ils aiment bien faire du bruit. Mais on connaît un certain nombre de dictateurs qui aiment bien faire du bruit avec le nucléaire, avec autres, pour dire il ne faut pas nous toucher. Là, pour le coup, on a quand même... Donald Trump a parlé du papier en tigre, enfin de tigre en papier pour parler de Poutine. Je dirais que c'est encore plus le cas avec l'Iran aujourd'hui, parce qu'il faut aussi qu'ils contrôlent en interne. Donc, comment vous contrôlez quand même des masses de personnes en interne, plus les Américains et éventuellement des alliés des Américains qui veulent faire tomber le régime. En termes d'économie, on voit qu'à minima, alors c'est dur d'avoir des indicateurs dans ce type de pays, c'est la même chose au Venezuela ou encore en Russie, mais à minima, on voit en tout cas le taux de change de la monnaie qui était déjà très bas, déjà, même il y a un an de cela, avant l'opération la guerre des 12 jours ou encore avant les dernières escarmouches. On est à un point bas, je crois, historique à l'égard du dollar. On a des informations un peu sur l'économie iranienne. Alors vous le dites, elle est en partie détenue par les gardiens de la Révolution. Est-ce qu'on sait si le crédit fonctionne? Comment ça se passe? Alors, on sait, par exemple, le Wall Street Journal, on ne peut pas accuser d'être autre chose que très sérieux, parle beaucoup des problèmes bancaires, d'une crise bancaire qui est en train de se passer, qui cause des problèmes économiques, y compris pour les gardiens de la Révolution, parce qu'il y a une corruption assez importante, des crédits, par exemple, donnés à des potes des gardiens de la Révolution qui ne sont pas forcément très solvables. Donc, il y a des banques en train de plus ou moins faire faillite, qui peut effectivement influer sur cette économie. On sait qu'une des problèmes, c'est la vie chère, c'est les problèmes économiques. C'est bien évidemment le régime oppressif qui règne dans toutes les réclamations. Mais il n'y a pas qu'une contestation, c'est ça. Il y a une contestation aussi qui a été allumée par un peu ce problème économique, cette vie chère et les conditions de vie qui sont devenues, y compris sur l'énergie, entre autres, très difficiles pour les Iraniens.